La première croisade a été une victoire, mais une victoire qui a immédiatement posé une question absolument vertigineuse. Ok, on a conquis la Terre Sainte, et maintenant, on fait quoi? Comment est-ce qu'on garde ce territoire? Face à ce défi qui semblait insurmontable, une poignée de seigneurs européens a imaginé une solution complètement folle: créer de toutes pièces des royaumes féodaux en plein cœur de l'Orient. C'est cette histoire qu'on va explorer, celle des États latins d'Orient. On est en 1099. Jérusalem vient de tomber aux mains des croisés. C'est une victoire immense pour la chrétienté. Mais l'euphorie, elle, ne va pas durer. Parce que, une fois leur pèlerinage terminé, la grande majorité des croisés, ils font demi-tour et ils rentrent chez eux, en Europe. Sauf que ça laisse un vide immense. Et c'est là que le vrai problème commence. Le cœur du problème, il est très simple. Il n'y a personne. Pour défendre un territoire immense, conquis au prix de tant d'efforts, il ne reste qu'une poignée de combattants. On parle d'à peine 200 chevaliers. 200. C'est une garnison minuscule pour une mission qui est, soyons honnêtes, absolument colossale. Alors, face à cette situation critique, la solution qui émerge est à la fois improvisée et incroyablement ambitieuse. On va créer 4 États, 4 royaumes distincts qu'on appellera les États latins d'Orient. C'est ni plus ni moins qu'une tentative de copier-coller le système féodal européen au milieu d'un territoire qui leur est complètement hostile. Un pari fou. Allez, commençons par le tout premier de ces États à voir le jour. C'est lui qui va servir à la fois de modèle et, on le verra, de premier avertissement. Il s'agit du comté d'Édesse. Voilà à quoi ressemblait le comté d'Édesse. Comme on le voit, il est situé tout au nord, complètement enclavé, sans le moindre accès à la mer. Il fonctionne un peu comme un bouclier à un poste avancé. Mais bien sûr, cette position en fait aussi l'État le plus exposé, le plus vulnérable aux contre-attaques. Et qui est à l'origine de cet État ? Un certain Baudouin de Boulogne. Il faut comprendre sa situation. En Europe, il est le 3e fils de sa famille. Ça veut dire qu'il n'a droit à aucun héritage, à aucune terre. Pour lui, la croisade, ce n'est pas qu'une question de foi. C'est surtout l'occasion ou jamais de se tailler son propre royaume. Et la façon dont Baudouin prend le pouvoir, c'est un véritable coup de maître politique. Il ne conquiert pas Édesse par la force, pas du tout. En fait, il répond à un appel à l'aide du dirigeant local, il se fait adopter comme son fils et héritier, et quand, un peu plus tard, ce dirigeant est tué dans une émeute, Baudouin se garde bien d'intervenir et s'empresse de se proclamer nouveau comte. C'est de l'ambition à l'état pur. Ces 2 cartes illustrent parfaitement le cycle de vie du comté. On a d'abord une expansion assez rapide, très audacieuse, et puis, très vite, une pression militaire qui ne s'arrête jamais sur ses frontières. C'est vraiment l'histoire d'une flamme qui a brillé très fort, mais qui était presque destinée à s'éteindre rapidement. L'instabilité, c'était le quotidien à Édesse. Ses chefs, que ce soit Baudouin du Bourg ou Jocelyn de Courtenay, se sont fait capturer à plusieurs reprises par leurs ennemis. Et forcément, à chaque capture, l'État s'affaiblissait un peu plus. Ce bastion avancé devenait de plus en plus fragile, presque mûr pour la chute. Passons maintenant au 2e État, une prise beaucoup plus prestigieuse et surtout d'une importance stratégique capitale, la principauté d'Antioche. Et son fondateur est sans doute l'un des personnages les plus fascinants de toute la croisade, Bohémond de Tarente. C'était un chef militaire absolument brillant, mais c'était aussi un manipulateur hors pair, prêt à tout pour satisfaire son incroyable ambition. Mais attention, Antioche ne s'est pas laissé prendre facilement. Le siège a duré 8 longs mois. 8 mois pendant lesquels les croisés ont souffert de la faim, des maladies, du froid. Le moral était au plus bas, l'armée était vraiment au bord de l'effondrement complet. Et c'est là que le génie de Bohémond entre en scène. Son plan est d'une audace folle. D'abord, il se débarrasse de son allié byzantin en lui faisant croire à un complot. Ensuite, il trouve la faille dans la défense, un garde prêt à se laisser corrompre. Il lance l'assaut, il prend la ville, et se retrouve immédiatement assiégé à son tour. C'est un retournement de situation incroyable, mais il va réussir à s'en sortir. Une fois la ville enfin sécurisée, Bohémond abat ses cartes. Il avait juré, solennellement, de rendre la ville à l'Empire byzantin. Mais il brise son serment sans hésiter et se proclame prince d'Antioche. Cet acte de trahison va créer des tensions qui dureront des décennies entre les croisés et Byzance. Le 3e État, lui, n'est pas né d'une manœuvre politique ou d'une grande victoire militaire. Non, il est né de la frustration et de l'obstination d'un seul homme. Le comté de Tripoli, c'est cette longue bande de terre sur la côte. C'est le dernier des 4 grands États à être officiellement fondé, et sa création a été un processus particulièrement long et difficile. Son fondateur s'appelle Raymond de Saint-Gilles. C'était l'un des seigneurs les plus riches, les plus puissants de toute la croisade. Le problème, c'est qu'après la prise de Jérusalem, on lui a refusé la couronne de roi.
Vexé, frustré, il a décidé de se tailler son propre royaume ailleurs, par lui-même. Pour bien comprendre Raymond, il faut vraiment le comparer à son grand rival, Bohémond. Ils incarnent deux visions opposées de la croisade. Raymond est plus âgé, plus pieux, et il est choqué par l'ambition dévorante de Bohémond. C'est pour ça qu'il choisit de conquérir Tripoli, une ville musulmane, plutôt que de s'emparer d'une ville chrétienne, comme l'a fait son rival à Antioche. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que Raymond va mourir de ses blessures de guerre en 1105, c'est-à-dire 4 ans avant que la ville de Tripoli ne soit finalement prise par ses héritiers. Il a posé toutes les fondations de son comté, mais il n'aura jamais vu son rêve se réaliser complètement. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur, le centre politique, spirituel et militaire de toute cette aventure, le plus important des États latins, le royaume de Jérusalem. Et le voici, le joyau de la couronne, le royaume de Jérusalem. Il est au centre de tout. C'est le cœur politique et militaire de la présence franque en Orient. Les 3 autres États que l'on a vus lui doivent en théorie allégeance. C'est vraiment le pivot de tout le système. Ce royaume naît d'une situation assez amusante. Son premier chef, Godefroy de Bouillon, par piété, refuse de porter le titre de roi dans la ville où le Christ est mort. Mais son frère Baudouin, qui lui succède, n'a pas les mêmes scrupules et se fait couronner roi sans hésiter. La stratégie est claire. Il faut contrôler les ports pour recevoir des vivres et des renforts d'Europe. Parce que le problème de fond, c'est toujours le même, le manque d'hommes. Leur survie ne repose que sur 2 piliers fragiles, la désunion de leurs ennemis et un flux constant d'aide venant de l'Occident. Bon, après ce tour d'horizon, quel bilan peut-on tirer de cette expérience qui a duré près de 200 ans? Quel est l'héritage final de ces royaumes construits si loin de l'Europe? Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde cette carte, on comprend tout de suite le problème. On voit bien que les États latins ne sont en fait qu'une toute petite bande côtière, une sorte d'enclave très précaire, complètement encerclée par des empires bien plus vastes et bien plus puissants. C'était une position qui était, dès le départ, incroyablement fragile. Et donc le déclin a été long, mais il était inexorable. Édesse, le plus exposé, tombe en premier en 1146, ce qui va d'ailleurs déclencher la deuxième croisade. Plus d'un siècle plus tard, c'est au tour d'Antioche. Puis Tripoli est conquise en 1289. Et finalement, le coup de grâce arrive en 1291, avec la chute de Saint-Jean d'Acre, le tout dernier bastion. C'est la fin de l'aventure, après presque 200 ans. Aujourd'hui, que reste-t-il de tout ça? Eh bien, il reste des ruines, souvent spectaculaires comme celle de cette forteresse, des châteaux qui parsèment encore le paysage comme des témoins silencieux d'une époque complètement folle où des seigneurs venus d'Europe ont essayé de bâtir un monde à leur image, au Proche-Orient. Alors pour finir, la question qu'on peut se poser est la suivante. Ces États, était-ce un véritable projet d'empire qui a réussi à tenir pendant 2 siècles, ou bien n'était-ce finalement qu'un château de sable, une construction certes impressionnante, mais qui était condamnée dès le départ à être balayée par la grande marée de l'histoire? La question reste ouverte.